là là là, l'amour. L'amour fait passer le temps, hein, et le temps fait passer l'amour. Sachons capturer et apprécier tout instant de notre vie, car le temps qui passe, ne revient pas du tout. Oui. Dans ce numéro de Dans la Bulle, eh bien, nous utiliserons ce temps-là à bon escient et comme il se doit. Hein. Allez, générique. Il est quasiment impossible aujourd'hui de se passer de la photographie, hein, car au-delà d'être un art, eh bien, c'est aussi une excellente manière de garder des souvenirs. Oui, oui. Il y a quelques jours, ici à Douala, s'est tenu en fait les rencontres photographiques, qui sont en fait une biennale regroupant les professionnels et les amateurs de cette photo-là. Oui. Formation, partage d'expériences, exposition, masterclass, eh bien, ont été quelques activités qui ont tenu en haleine les amoureux de la photographie. Engigilaye et Wessé, Engigilaye et Wessé. Histoire, raconte. C'était justement le thème de cette première édition de Rep Doul. On regarde. Je pense que la photographie, voilà, c'est un art qui est extrêmement dynamique. Autant le monde est tel qu'il est, avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, autant les photographes, de par le monde, captent les images de ce qui se passe et rendent témoignage simplement de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ici, j'ai vu une très très belle exposition de photographie à l'Institut français de Douala du couple Chantal Eddy et Zachary Nyogué. Et cela m'a touché énormément de voir comment le fait que la pratique de la photographie dans un environnement comme le nôtre où on vit beaucoup de violence, les photographes peuvent s'emparer de ça, de cette situation-là, se mettre en scène et renvoyer complètement aussi des réponses aux politiques, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour la photographie au Cameroun parce que de plus en plus, c'est vrai que c'est encore la photographie dite d'art et un médium pas très prisé pour le moment, mais je pense que il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'y intéresser et qui ont des choses à dire, même s'ils ont encore un peu peur. Je pense que la photographie au Cameroun est sur une bonne pente, quoi. Ce qu'on envisage pour les années à venir, parce que les Rep Doul sont une biennale, dont la prochaine édition aura lieu en 2025, ce qu'on envisage, c'est d'aller un peu plus loin, dans la profondeur d'abord des activités et dans la qualité aussi des activités. Peut-être aussi dans la quantité, pour voir ce qui a manqué et ce qu'on va apporter. Aujourd'hui, on a essayé de, comme vous essayez de voir là, de parler un tout petit peu de la ville de Douala. Dans cette édition, essayer de raconter à sa manière un tout petit peu des petites histoires qui pouvaient essayer de nous renvoyer soit à une certaine époque, soit à une époque, à notre époque à nous, pour essayer non seulement d'être témoin justement de ce temps que nous vivons actuellement, mais d'essayer de communiquer et
d'interpeller plus d'une personne justement autour des différents sujets que nous ont présentés les différents photographes, les différents artistes photographes. Bel événement, hein, tout de même organisé par Camar, qui met en avant le 8e art. Ce 8e art-là qui cristallise une tranche de vie, hein, sauvegarde les archives et surtout conserve les souvenirs. Nous sommes au 237, c'est un bon impriso, hein, à Douala. Un endroit que j'affectionne énormément, où tout public peut venir passer du bon temps, voilà, se détendre. Parlant tantôt de détendre, mais qui vois-je? Mais qui vois-je? Qui vois-je? Lui, c'est le docteur Claudel Noubicier. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah, je suis là pour prendre du bon temps. Comme ouais, prends du bon temps. Ah, je le disais tantôt. 237, c'est l'adresse idéale lorsqu'on se retrouve à Douala. Effectivement. Le docteur Claudel Noubicier, c'est un acteur très, très important sur la scène socio-culturelle et même économique, hein, oui, du Cameroun, de l'Afrique. C'est un plaisir pour moi de te retrouver dans ce lieu. Voilà. Tu m'accordes 3 minutes, s'il te plaît. J'ai bien envie que... Tu es très populaire, mais bon, c'est quand même un honneur. Mais... Allez, on va prendre 3 minutes, on va causer un tout petit peu, question d'en savoir plus sur ce grand monsieur. Voilà. C'était ça l'internat. Brutal, violent. Ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, ta famille n'est pas là. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est que les exactions vont exagérer, ça va s'augmenter. En fait, je doute fort qu'il y en a qui ne le connaissent pas, hein, parce que M. Noubicier est médecin, il est entrepreneur, il est un homme d'influence camerounais, il est très connu pour sa forte personnalité sur les réseaux sociaux et surtout la multitude des académies qu'il a à son actif. J'ai envie de dire cela aussi. Comment tu arrives à concilier ton métier de médecin, de coach et aussi de motivateur de jeunes? Comment tu arrives? Déjà, c'est une opportunité que tu puisses me recevoir dans cette émission. Ah. Comment est-ce que j'arrive à concilier? C'est parce que, en réalité, tout cela est lié. Moi, quand j'ai fait la faculté de médecine en première année, mon professeur de psychologie nous a appris que l'être humain est biologique, est psychologique et est social. Et c'est ce qu'on appelait la dimension triviale de l'être humain, bio, psycho et social. Donc, le médecin, par essence, se concentre en général sur la partie biologique. Il essaye de savoir si vos organes fonctionnent de manière optimale. Il va vous demander de réaliser certains examens afin de vous aider à recouvrir votre santé. Sauf que la partie psychologique et la partie sociale est parfois délaissée, alors que ces parties ont aussi un impact important sur la santé. Quelqu'un qui n'a pas un emploi décent sera difficile qu'il reste en santé de manière permanente. Quelqu'un qui a un problème psychologique aura difficilement, je veux dire, une bonne interaction avec les gens. Il aura une santé biologique très difficile. Donc les trois sont liés. Et je me suis dit, au lieu d'être ce médecin qui se concentre juste sur la partie biologique, qui consulte des personnes qui ont déjà un problème de santé, peut-être il faudrait aussi s'intéresser en amont afin de pouvoir apporter des solutions globales. Donc, en réalité, tout ça fait partie aussi de la médecine. Un homme complet, hein, comme on devrait quand même le dire. Mais d'où vient cette fibre entrepreneuriale? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même pas mal d'entreprises, hein, que vous créez et vous accompagnez d'ailleurs pas mal de jeunes. D'où vient cette fibre entrepreneuriale-là? Alors, la fibre, elle est déjà génétique dans un premier temps, parce que j'ai des parents et j'ai des frères et sœurs qui se sont essayés en entrepreneuriat. Donc, du coup, j'ai grandi dans un environnement qui me prédisposait déjà un peu à cela. Exact. Mais beaucoup plus, ce sont des frustrations. Frustrations émotionnelles, parce que sortant avec des filles qui estiment que tu ne vaux pas grand-chose et tu te dis qu'il faut que tu réussisses dans la vie pour ne pas être moins que rien. Frustration économique, parce qu'il y a des choses auxquelles on aspire et on n'a pas les moyens de pouvoir obtenir ces choses-là. Et on se dit, si on n'entreprend pas, ça prendrait trop de temps de pouvoir le faire. Donc, il y a beaucoup de frustration et il y a aussi des prédispositions dans l'environnement et dans la famille qui m'ont poussé à un moment donné à me dire, il faut que je me lance. Quand tu as compris que lorsque quelque chose t'arrive, la vie va continuer normalement, tu te concentres toi-même pour résoudre ce qui va t'arriver. Au cas où ça t'arrive. Toi-même, tu te prépares en attendant. Parce que tu ne peux pas échapper à l'échec. Il faut d'abord retenir ça. On n'échappe pas à l'échec. Donc quand quelqu'un me dit que je n'ai pas encore eu d'échec, il dit que
Prépare-toi urgemment. Aujourd'hui, tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si je dois dire tout le monde, mais on peut dire quand même que pas mal de personnes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que même ceux qui sont dans les bureaux en fonctionnaire ont quand même un business à côté qu'ils gèrent. Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une activité qu'il faut véritablement, absolument faire pour pouvoir s'en sortir? J'ai envie de dire que nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas trop le choix. Surtout nous en Afrique subsaharienne. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. L'Afrique, surtout subsaharienne, est une usine à ignorance du fait de sa constitution. Je vais prendre un exemple. L'Afrique est l'un des continents qui a la croissance démographique la plus élevée. Nous retrouvons en Afrique des mamans qui ont 10 enfants, 5 enfants, 7 enfants, ainsi de suite. La situation sur le plan social et économique n'est pas forcément la plus favorable, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec beaucoup d'enfants dans des salles de classe. Moi, par exemple, j'ai fait le lycée au lycée de Tinga à Yaoundé. Dans ma classe, nous étions minimum 150. Dans 6e, nous étions minimum 150. 5e, même chose. 4e, même chose. 3e, même chose. Ce qui fait que quand vous avez un enseignant devant vous qui doit enseigner plus de 150 élèves et que cet enseignant lui-même n'a pas des conditions optimales pour pouvoir vivre décemment, parce que son salaire ne vient pas à temps, parce que son salaire n'est pas suffisant, parce qu'en plus d'enseigner, il doit aussi faire une autre activité pour combler les fins de mois, parce que lui aussi il a ses enfants, donc il doit payer la pension, et ainsi de suite. Donc du coup, quand il arrive en classe, déjà il est frustré par sa propre situation. Comme si ça ne suffisait pas, il a plus de 150 élèves devant lui qui ont une diversité à nul autre pareil. On a des hommes, on a des femmes, on a des enfants, on a des personnes qui sont redoublantes. On a tellement de profils différents et lui doit venir transmettre son savoir-faire à un profil aussi varié en étant lui-même frustré. Ça crée déjà des frustrations parce que c'est très difficile lorsqu'on prend encore en considération le fait que les enseignants sont victimes de violences, par exemple au Cameroun, et même de meurtres parfois. Donc du coup, l'enseignant est devant, il est frustré, il a peur et du coup, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Donc, ce qui fait que sur les 150, il y a peut-être 20%, 30%, 40% qui vont réussir à se battre d'eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir, mais en réalité, le reste va se déconnecter de l'école à un moment donné. Et du coup, plus la démographie augmente et plus cette usine d'ignorance ne fait que se développer. Ce qui fait en sorte que cette masse de personnes qui sortent de l'école, qui n'arrivent pas à s'en sortir à l'école, se retrouvent sur le marché de l'emploi. L'État est dépassé parce que l'État ne peut plus recruter tout le monde et même le président le dit clairement, battez-vous. Les industries et les entreprises ne peuvent pas recruter tout le monde avec la Covid-19, avec les nouvelles évolutions technologiques, l'intelligence artificielle. On essaye de réduire au maximum la charge salariale. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? C'est soit l'auto-emploi, soit l'entrepreneuriat. Donc j'ai envie de dire, notre situation sociale, économique, démographique nous impose directement ou indirectement d'entreprendre. Est-ce que c'est la meilleure solution? Pas nécessairement parce que c'est plus difficile que le reste, mais parfois on est contraint de le faire. On reste toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que, étant donné que j'ai la chance de vous avoir sur ce plateau, vous parlez entrepreneuriat jeune, on constate en fait que beaucoup de jeunes ont du mal à présenter leurs projets aux aînés, de peur de se faire piquer leurs idées. Donc ces jeunes ont du mal en fait à pouvoir parler de leur projet parce que voilà, ils se disent si je le fais aujourd'hui, demain je vais voir ça à la télé ou demain je vais voir un immeuble où mon projet est présenté. Qu'est-ce que vous leur dites généralement? Une idée en elle-même ne vaut pas grand-chose. C'est son exécution qui est l'élément le plus important. Donc copier, c'est une étape importante, mais personne ne peut copier qui vous êtes. Personne ne peut copier votre singularité. Personne ne peut copier votre patrimoine génétique, votre aptitude, votre habilité à faire certaines choses. Donc, je peux vous parler de mes projets en détail, je peux répondre à toutes les questions, qu'importe, même en profondeur, mais vous ne pourriez pas réaliser ces projets comme moi, même si vous avez plus d'argent. Donc, et c'est cette confiance-là qu'il faut travailler, et pour ça, il faut développer sa singularité. Et ça me permet d'ailleurs de vous poser la question, en 7 ans d'entrepreneuriat de votre côté au Cameroun, comment trouvez-vous l'entrepreneuriat camerounais? Pourquoi pas l'entrepreneuriat jeune au Cameroun? L'entrepreneuriat jeune au Cameroun souffre des mêmes problèmes que le Cameroun. C'est-à-dire qu'on a des difficultés avec des aînés qui méprisent les jeunes pour être sans filtre, qui estiment que lorsqu'on est jeune, on est ignorant de beaucoup de choses, qui ne comprennent pas que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose.
et qu'un jeune peut partager son savoir-faire à un aîné et vice-versa. Exact. Donc, ce qui fait que les jeunes sont coupés des aînés qui ont beaucoup plus d'expérience, mais dont cette expérience n'est pas partagée aux jeunes. On est dans un environnement où il y a le culte du secret. Ça veut dire que les personnes qui ont de l'expérience dans un domaine ne parlent pas, se taisent et laissent les autres échouer, laissent les autres tomber dans des ravins alors qu'eux, ils ont la solution et ils ne disent rien. On voit aussi un nombre énorme hein, de coachs qui pilulent sur Internet parce que vous êtes un acteur majeur même sur Internet. Ça vous fait pas peur le nombre de coachs qui apparaissent comme ça au jour au lendemain sur Internet? Avoir peur, non. Moi, je trouve que c'est une bonne émulation. Plus on a une diversité d'offres, et mieux c'est. Ça permet une compétition qui est saine, ça permet à chacun de travailler. La deuxième chose, certaines personnes me disent souvent, tel c'est un charlatan, tel il a déjà fait quoi, il vient nous parler de ça. Moi, j'ai envie de dire, il y a la sélection naturelle dans les affaires. Ça veut dire que si vous êtes un charlatan, la nature et le temps vont redresser les choses, vous remettre à votre place. Donc, la nature va vous briser. Oui. Comme on dit souvent, la vie va t'enseigner au Cameroun. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser les gens essayer ce qu'ils ont à essayer, surtout qu'on n'a pas mieux à leur offrir. Parce que vous qui dites que tel, pourquoi il fait ça, est-ce que tu as mieux à lui offrir? Oui. Est-ce que tu penses qu'il n'a pas essayé de trouver un autre moyen et il n'a pas trouvé, c'est ça qui l'a contraint à le faire, peut-être parce qu'il estime que ça marche. En le faisant, il va rencontrer des difficultés. S'il est quelqu'un de téméraire, il va trouver des solutions pour pouvoir continuer. S'il ne peut pas, la sélection naturelle va l'enlever et il va continuer ailleurs. Et vous, ça fait 7 ans, 8 ans que vous êtes pratiquement là-dessus. Moi, je suis pas dans la particularité, justement, de Claudel. La particularité de Claudel, c'est que Claudel est sans filtre. Claudel n'est pas sur Internet pour que quelqu'un soit content par rapport à ce qu'il fait. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a une actualité durant laquelle on a un journaliste qui a été terriblement assassiné. Exact. Et j'ai envie de Martinez Zogo. Ce n'est qu'une partie de la réalité, en fait. En fait, il y a des choses plus graves que ça qui se passent. C'est juste qu'aujourd'hui, Internet a permis de communiquer, de découvrir des choses. Mais en fait, il y a des choses plus graves. Oui. Donc moi, ma particularité, c'est que je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour montrer la réalité des choses telles que cela se présente. Voilà. Maintenant, si quelqu'un est d'accord, ok. S'il n'est pas d'accord, peut-être il va nous montrer sa propre réalité. Et puis on va venir sur sa page ou sur ses réseaux, voir et s'en inspirer. Voilà. Mais voilà ma particularité. Et comme dit Claudel, hein, en fait, c'est la vie nous enseigne. Voilà, la vie nous enseigne. Et surtout, dans l'entrepreneuriat, on ne pleure pas. Parce que quand on pleure, c'est que c'est trop grave. Il en a là. Donc, un mot peut-être aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer et d'autres qui ne veulent pas se lancer, et même ceux qui sont déjà dans le moule et qui ont du mal à vraiment ramer. Je sais pas, toi en tant que coacheur, motivateur et autres. Alors, ce que je pourrais dire à un jeune, c'est n'avance pas seul. J'aime toujours le dire, il y a 5 étapes par lesquelles passe toute personne qui veut entreprendre ou qui entreprend. La première chose qui nous motive à entreprendre, c'est la frustration. Comme moi, j'ai été frustré au départ, je me suis dit, je ne veux plus qu'une fille me barre parce que je n'ai pas d'argent. La deuxième chose, c'est le conflit, parce que du moment où vous avez traversé l'étape de la frustration et que vous vous êtes lancé, vous allez entrer en conflit avec vos proches, avec vos partenaires, avec vos amis, avec votre famille, parce que vos proches ne vont pas comprendre pourquoi vous décidez de vous lancer dans un contexte aussi difficile. Parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à le faire. Et même ceux qui ont réussi à le faire dans votre environnement, ils comprennent les difficultés de l'entrepreneuriat. Ils ne comprennent pas pourquoi un jeune comme vous veut se lancer, en fait. Ouais. Donc, il y aura des conflits. Et quand il y a le conflit, je vous recommande d'éviter d'entrer en conflit avec les personnes avec qui vous êtes en conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? N'entrez pas en conflit avec vos parents. Ça n'a aucun avantage. Sinon, uniquement des malédictions. Donc, acceptez ce que vos parents vous disent. Faites même vos projets en cachette s'ils vous interdisent de le faire. Parce que la seule chose qui convainc les personnes avec qui nous sommes en conflit, ce sont les résultats. Après le conflit, on a l'isolement. C'est la période où vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Vous vous sentez seul, même accompagné. Et que le 14 février, vous êtes avec votre copine ou votre copain. Vous êtes en train de discuter, vous êtes en train même de faire des choses intimes, mais en fait, vous vous sentez seul, même en étant avec quelqu'un. Parce que vous vous rendez compte que cette personne ne comprend rien à ce que vous vivez, ne comprend rien à ce que vous êtes en train de réaliser. Et à cette période-là, vous ne devez pas être seul. Vous devez vous accompagner de personnes qui comprennent votre réalité. Et c'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy, pour réunir les personnes folles qui ont l'ambition de réaliser des projets fous entre personnes folles. La quatrième chose, c'est la recherche de financement. Ça veut dire que vous avez déjà une activité, vous gagnez déjà un peu d'argent, mais vous vous dites, si j'ai plus d'argent, je pourrais réaliser des choses encore plus importantes. Et là, ce que je vous recommande de faire est simple. 1. Vous vous présentez.
2, vous montrer ce que vous avez déjà réalisé avec le peu de moyens dont vous disposez. 3, vous présenter les difficultés que vous avez rencontrées dans le processus. 4, vous montrer comment faire pour résoudre ces difficultés, quelles sont les ressources financières, économiques, matérielles dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. Et 4, vous faites une offre aux personnes qui pourraient être intéressées. Et là, vous devez utiliser Internet parce que c'est un levier extrêmement puissant. Et si vous le faites, vous allez réussir à trouver ces financements. Ne soyez pas des mendiants parce que très peu de personnes ont déjà donné 10 000 francs à un mendiant. On ne donne pas beaucoup d'argent à quelqu'un dont on est sûr qu'il ne nous donnera rien après. Et la 5e chose, c'est le patrimoine. Quand vous avez déjà commencé à développer une activité, dites-vous, si je ne suis plus là, est-ce que mon activité va continuer? Si aujourd'hui je ne suis plus là, est-ce que mes enfants vont bénéficier des 10 ans, 20 ans, 30 ans de travail que j'ai eu à effectuer? Et là, vous devez bâtir un patrimoine qui peut être immobilier, qui peut être matériel, qui peut être économique, qui peut être financier, afin que après vous, votre nom puisse continuer d'exister. Ah ben dis donc, petit cours, mais alors là, petit cours de leadership et d'entrepreneuriat dans la bulle, donné par le docteur Claude Bell-Novissier. Comme quoi, en fait, hein, on est là pour vous accompagner également sur Equinox Télévision. Mais tu parlais tantôt qu'une fille ne doit pas te barrer. T'es mariée? Pas encore. Pas encore. Oui. Hein, ou des enfants? Oui, un enfant. Voilà. Donc, fiancée? Pas encore. Les filles, mais vous faites comment pour laisser un monsieur pareil? C'est pas possible. La vie de couple, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est certainement la chose la plus complexe parce que là-bas, personne ne peut donner une leçon à l'autre. Oui, oui. C'est une vie où chacun vit sa vie, chacun lit le... Chacun a son heure pour lire le... Et ne pleure pas. Les filles, faites quelque chose là. Donc, faites quelque chose. Présentez vos dossiers, s'il vous plaît. Dis-moi, par rapport à la question musique, tu connais Jenny Gento? Bien sûr. T'as connu Jenny Gento? Oui, je l'ai connu. Oui. Et la chanson, tu connais ses chansons à lui? C'est vrai que ce n'est pas de mon époque. Oui. Donc, je ne retiens pas forcément les chansons, mais je l'ai connu comme quelqu'un qui a vraiment contribué à développer la culture musicale exact. du Cameroun et de regretter mémoire. Donc, je ne peux pas vraiment dire que je... Débroussailler, le cultivateur. Ça, c'était Jenny Gento, hein. Décédé le 15 décembre 2022. Il se rendait du côté de l'Ouest pour une prestation. Malheureusement, il a eu un malaise en chemin. Il est décédé. Le 21 janvier 2023, c'était le jour de la levée de corps, où il entamait en fait son dernier voyage. Equinox Télévision, Laura des Productions, était à la morgue de l'hôpital militaire de Douala, où nous avons rencontré ses anciennes collègues qui, au-delà de l'euphorie des obsèques, se sont livrés en fait à beaucoup de souvenirs et certains même se sont lancés à quelques anecdotes concernant Jenny Gento, comme on l'appelait justement le prince d'une cam ou encore l'artiste d'État. Voilà. On va pas pleurer, mais on va plutôt rendre hommage à ce grand homme qui a contribué à l'éclosion de la musique camerounaise et surtout à la lutte des droits d'auteur. On regarde. Jenny Gento, comme tout le monde peut le constater, était d'abord mon frère, le prince de Yabassi. Jenny Gento est parti. Moi, je l'appelais le général, le rassembleur. On ne se lève pas pour quelqu'un qui ne nous a pas marqué. Nous sommes les artistes en plus. Jenny Gento, mon frère, le prince de la cour royale de Yabassi et moi de Bangoula, va en paix. Nous, on va te pleurer, on ne va jamais t'oublier. Merci. Vaillant soldat. Amen. Jenny Gento était un artiste atypique qui a fait sa vie et qui a été un artiste spécial et à part dans notre univers musical. Vous savez, au début c'était un peu difficile, mais par la suite, il y avait une ferveur populaire, n'est-ce pas, dans l'adhésion. C'est pour ça que vous voyez, il y a presque tout le monde ici. Les gens sont venus de partout pour lui témoigner, n'est-ce pas, cette image. Tout ce que je peux demander à la famille de rester unis, parce que si nous on fait le boulot et qu'eux ils ne sont pas unis, ça dérange un peu. Mais ça aussi, ça va arriver, parce qu'il y a des choses qu'on apprend. Même à un certain âge, on apprend. Vous pouvez le voir sur ma figure très attristée à cause de la disparition du patriarche, j'ai nommé Jenny Gento, que je garde que de beaux souvenirs, parce que c'était un grand frère qui n'avait pas de problème. À chaque fois qu'il me voyait, il essayait toujours de me conseiller de tenir bon.
ben, je vous assure qu'aujourd'hui, je me sens vraiment diminué parce que j'ai perdu non seulement un grand frère, un père, un patriarche, un conseiller, mais un grand dinosaure de la chanson camerounaise et africaine et de par le monde. Elle avait l'habitude de dire que vous êtes un bracata artiste. Vous êtes un bracata artiste. Et je me rappelle un jour, il s'est dit, mais au gars, je demande 500 000 pour un spectacle. Donc si tu viens demander 500 000, hein, toi le nouveau de Djené Djento, j'ai eu le disque d'or. Débroussaillé, c'était le disque d'or. Mbonambo, c'était le disque de l'année. Soviaya une motuari. Et l'artiste ne meurt pas. Les œuvres resteront. Djené Djento, que le canapé de nos ancêtres était soit confortable. Djené Djento, pour ceux qui ne le savent pas, est celui qui me fait partir de Yaoundé pour Douala. C'est Djené qui me paye le transport, qui m'amène à Douala. Je continue les études et simultanément, il me fait intégrer les montagnards parce qu'il était très ami à l'époque à Ndédi Yango. Et c'est comme ça que je suis restée à Douala. Donc je garde de lui le souvenir d'un monsieur très intègre, très loyal, un homme lion, prêt à défendre ceux qu'il aimait. Et je ne pouvais pas rater l'occasion de venir lui dire merci. Djené Djento, c'est une bibliothèque. Il me faut au moins une semaine pour parler de lui parce que nous, on a grandi ensemble. En Gaudi, avec mes parents, il a commencé la musique. Il a eu le goût de la musique par ma famille, la famille Sadé, d'où le père était musicien et tous les enfants. Les souvenirs, il y en a beaucoup. C'est difficile de citer. Hein. Bon, moi, j'ai eu la chance de connaître Djené à un jeune âge. Et je peux ainsi dire que c'était un frère, c'était un ami. Et également, il fait partie des membres fondateurs de Ramka, l'association que j'ai créée il y a quelques années. Donc, il part comme ça, laissant un vide derrière. Très grand combattant de droit. Il a toujours été contre l'injustice. Débroussailler, le cultivateur. Une chanson qu'on n'oubliera jamais, hein, car ça fait partie en fait du patrimoine culturel camerounais. Sortie en 1984 et chantée par le prince d'Inkam, l'artiste d'État Djené Djento. Voilà, et c'est sur ces images que nous allons refermer notre bulle sur Equinox Télévision. On se retrouve la semaine prochaine, mais bien sûr, vous pouvez nous écrire entre-temps via notre adresse email contact@loradevmedia.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, ciao.